Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau avec Jérémy. Jérémy, notre nouvel intervenant. Et nous allons tout simplement discuter du MMA, de multiples sujets, un peu comme la conversation nous les amènera. Déjà, Jérémy, comment ça va? Bonjour, ça va, nickel. J'espère que vous aussi. Si c'est pas le cas, malheureusement, on ne pourra pas intervenir, donc on s'en bat un peu les reins, mais bon courage à vous en tout cas. Pardon pour ce manque de respect. Alors, il faut que je fasse un disclaimer déjà. MMA Propagande n'est pas responsable de tout ce que Jérémy pourra dire. Voilà, parce que ça risque de mal tourner, comme souvent. Non, non, non. Jérémy, tu es en Thaïlande pour t'entraîner au combat actuellement. Est-ce que tu peux nous donner un petit point de vue sur la Thaïlande? Est-ce que c'est surcoté pour le combat ou est-ce que c'est vraiment l'endroit où aller? Je ne vais pas dire que c'est surcoté. Moi, je suis rincé, donc dans tous les cas, à partir du moment où le coach c'est un minimum ce qu'il dit, c'est déjà très bien pour moi. Mais sinon, c'est génial, non? T'as de partout. C'est cool, et puis surtout, si t'as pas assez d'oseille pour aller t'entraîner effectivement aux États-Unis, c'est top. Puis ça fait des vacances en plus. Donc non, je conseille. Oh, ok. Et est-ce que c'est dur de te faire accepter dans un nouveau gym, surtout quand tu parles pas la langue locale? Non, parce que je suis quasiment soit surtout dans des gyms de MMA, et donc en fait, c'est surtout des Européens et des Américains et des Russes. Il y a très peu de Thaïs, puisqu'en fait, ça coûte très cher pour eux. Le salaire d'un Thaï moyen, c'est environ 400 euros, et un mois dans un club de MMA, c'est environ 150. Donc autant dire que je peux pas se le permettre. Donc les Thaïs, ils sont tous dans des clubs de Thaï. Et si tu veux faire du MMA, il y a quasiment que des Européens, des Russes et des Américains, et quelques Brésiliens aussi. D'accord. Est-ce que tu as l'intention de t'entraîner en Muay aussi? Muay Thai? En fait, dans quasiment tous les clubs où je suis, ils proposent aussi du Muay Thai, mais en plus, ils proposent du MMA, du JJB, du grappling. Et je crois que c'est ça qui fait surtout monter les prix. C'est pour ça qu'il y a Ok. quasiment pas de. Sauf des riches. T'as vraiment des types, t'as vraiment des Thaïlandais riches qui peuvent s'entraîner, mais sinon, je te dis, c'est quasiment 30% de leur salaire, du salaire moyen juste pour un mois. Donc c'est ridicule. Ça, c'est un peu quoi. Ok. Ce qui Et explique d'ailleurs, ouais. ce qui explique pourquoi il y a quasiment pas de Thaïlandais en MMA. Souvent, j'entends les gens qui disent, ouais, Ah, pourquoi il n'y a pas de prix? Parce qu'en fait, ils peuvent pas s'entraîner, ils peuvent pas faire de lutte ni de JJB. C'est des prix, c'est impossible pour eux de s'entraîner. Et vu que la plupart des mecs qui font de la taille, c'est souvent, c'est des gars qui n'ont pas trop de fric et qui font de la boxe taille en espérant s'en sortir, ils peuvent clairement pas faire de JJB ni de lutte. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Thaïlandais en MMA. ok. Ouais, ça répond à cette question parce que effectivement, des combattants des Nakmuay, on en voit quand même pas mal qui sont très bons et il y en a quasiment aucun qui fait la transition à MMA. Alors on se dit peut-être que c'est à cause de la position du Muay Thai. Ils sont très droits, ce qui rend très ouvert au takedown, aux amener au sol de la lutte. Mais je suis pas sûr que ça soit tout à fait ouais, pertinent parce que les positions, on peut toujours les changer un petit peu et les adapter à un nouveau sport, tout en gardant les forces de ce qui fait bah, ici le Muay Thai, quoi. Donc, Non, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout, si tu veux, quand j'étais à Phuket, t'as un grand gym qui s'appelle le Beng Tao MMA. C'est connu. T'avais d'ailleurs Jiri qui a fait sa prépa là-bas. T'as Volkanovski qui en a fait plusieurs. Et en fait, t'as quasiment que des Européens et t'as très peu de Thaïlandais. Et la plupart des Thaïlandais, c'est déjà des mecs qui ont une vraie carrière en Muay Thai et donc qui ont de l'argent et qui ensuite peuvent se permettre de se payer des cours de JB, de sol, ou sinon ils sont pris directement. Tu vois, les cours leur sont offerts par le club. À chaque fois, c'est des mecs qui ont déjà une carrière en Muay Thai, quoi. Donc voilà. ouais, Donc ça répond, c'est une partie de la réponse sur le pourquoi du comment il n'y a pas de taille en MMA. C'est trop cher, beaucoup trop. d'accord. Et tu dis que tu as croisé des Européens, tu as croisé des gens, tu es allé dans le gym de Prochaska. Est-ce que tu as croisé des combattants un peu connus ou pas trop? Ouais, bah, je me suis entraîné à plusieurs reprises au Phuket Grappling Academy avec Yves Lantu, qui a gagné là au Bellator, c'était le week-end dernier. Ok. Et c'est un monstre. Bon, après, moi, je suis pas très bon en grappling, mais même, franchement, c'est un monstre. Il combat à 65 kilos. Moi, bon, je suis à 75, 76. Et lui, il combat à 65. Il était 2 fois plus gros que moi. C'est-à-dire que hors combat, il était 2 fois plus gros. Je sais pas comment il cut, mais bravo à lui. Et après, oui, alors j'ai vu il y avait Ismagulov, Damir Ismagulov, qui était venu pas mal aussi. Ok. Et ouais, non, mais il y en avait plusieurs. Il y avait, comment ça s'appelle, Phil House aussi, avec qui, Ouais. que j'ai vu.
l'espèce de cuisse énormesque, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais, Et là où je suis à Bangkok, c'est plus des gars du One, donc je les connais un peu moins, mais il y en a pas mal. d'accord. Et physiquement, ils sont différents de ce que tu vois à l'écran ou ils sont plus impressionnants en vrai, j'imagine. Ismagulov est pas énorme, tu vois. Combattant en lightweight, il est plutôt grand, mais il est pas très épais. Ouais, Non, moi, celui qui m'avait étonné, c'était vraiment Yves Landu. Ouais. Ouais, par contre, parce que vraiment, je te dis, moi, il est un peu plus petit que moi, il doit faire 1m78, quelque chose comme ça, mais il est énorme. Pour un mec qui combat à 65, il doit se tuer pour perdre le poids et pour péter, parce qu'il est ouais, vraiment énorme. Et ouais, non, mais sinon, non, pas tant que ça, tu vois. Après, aussi Phil Howes aussi, qui est énorme, il est plus petit, lui, il doit faire 75 ou quelque chose comme ça. Et ok. après, beaucoup de mecs du One aussi. Euh, il Ok. y en a un peu partout. Et c'est quoi la philosophie des gyms là-bas? On met l'accent sur quoi? C'est beaucoup de striking, beaucoup de lutte, beaucoup de sol, ou alors un peu de tout? Il y a des Non, en fait, spécialités en fonction des régions, ou comment ça se passe? après, tu as des cours. Tu arrives à tout truc. Je sais pas, ils te proposent grappling, JJB, donc avec Guy, lutte, MMA, Muay Thai, boxe anglaise. En fait, tu as un peu tout. Après, ça dépend. Tu vois, quand j'étais au Phuket Grappling Academy, là, c'est que du sol, D'accord. typiquement. Donc là, c'est que du grapp, sans kimono, c'est no gi. C'est génial d'ailleurs pour ceux qui passent à Phuket et qui veulent faire du JJB, n'hésitez pas, faut y aller. Je trouve que c'est un des meilleurs gyms dans tous les cas de l'Asie parce que du sol. C'est tenu par un Ouais. gars, Ben Roy, qui est combattant au One Championship. Et non, excellent club. Et après, alors après, oui, là où tu vas avoir des spécificités, des trucs, ça va plus être dans le Muay Thai. Et je pense que c'est plutôt des questions à poser à Mounir. Je connais bien mes Ouais. points. Yes. On lui posera la question quand il viendra intervenir. Et les gens que tu as rencontrés, ça suit l'UFC ou pas? Ça suit le MMA? Ça suit que le One? Ça suit quoi? Non, ça suit tout, forcément. Beaucoup de One ici, mais l'UFC aussi complètement. Là. Ouais, bien sûr. Ouais. Et vous Après, avez ça dépend. Tu suivi vois, forcément. Ouais. Quand tu as des Polonais ou des Russes, ils vont te parler du M1 ou du KSW. Quand tu vas avoir des Anglais, ils vont aussi beaucoup te parler du Cage Warrior. Tu sais, chacun a leur référence aussi. Ok. T'as des petites infos d'insider ou pas Non, non, trop? Non, t'as pas ça? non, non, j'ai rien. Ah, désolé. Malheureusement, j'ai rien du tout. T'as pas le droit de répéter, c'est ça? Exactement. Ok. Faire tabasser. Euh, C'est pas ça. Et vous avez suivi un peu l'UFC ces derniers temps, ce qui s'est passé? Donc là, je pense par exemple à Aspinal. Bon, toi, t'es français, donc les histoires entre Gann et Aspinal, euh, le main event. T'as pensé quoi de l'arrêt du main event pour toi? C'est un early stoppage ou pas? Non, Un arrêt prématuré ou pas non, trop? pour moi, c'est bien. Quand tu es quasiment sonné, tu es au sol, et tu as Jerry Prochazka. Non, qu'est-ce que je raconte? Tu as Alex Pereira qui est sur toi en full montre, prêt à t'arracher la gueule. Je pense que c'est une bonne idée de t'arrêter effectivement avant que tu perdes 50 points de QI ou un coup de poing. Et non, dans tous les cas, vu comment il tombe les bras ballants, il essaie de s'accrocher, il se prend des coups de monstrueux aussi là dans le crâne. Et après, il tombe complètement. Non, non, il est foutu. Non, pour moi, Ouais. c'est un bel arrêt. Oui, forcément, on aurait voulu en voir plus, mais pour moi, tu ne vas pas laisser continuer comme ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est le style de Jiri. Ouais, mais c'est toujours le problème de ce type de style aussi, quoi. Si ton style, c'est de tomber 8 fois au sol et d'être à moitié KO et de revenir, bah, tu prends le risque que l'arbitre arrête, surtout quand tu as C'est pas faux. un Alex Ouais. Pereira en tout le monde sur toi. Je pense qu'il ne peut pas prendre le risque non plus, Marc Godard. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Non, pour moi, c'est un bon arrêt. Et d'ailleurs, Jiri a dit que c'était un bon arrêt. Donc, je suis plutôt d'accord C'est pas avec faux lui. ce que tu dis sur les styles, parce qu'il y a plein de styles qui fonctionnent, mais ils rendent pas tous aussi bien, en fait, par exemple aux yeux des juges, mais aussi aux yeux du public, parfois, ou aux yeux Mhm. des arbitres. Effectivement, c'est comme Ion Cutelaba, qui avait, tu sais, quand J'allais il le dire. avait, face à Ankalaev, qui avait fait le mec qui Ouais, avait été ouais. touché, il faisait semblant d'être chancelant. Et forcément, tu peux faire ça, en soi, c'est une bonne stratégie de combat. Tu viens tendre un piège, tu viens attirer ton adversaire, mais effectivement, si tu es un peu trop convaincant, l'arbitre pourrait aussi s'interposer. Donc, Bah oui, pertinent. oui, oui, voilà. Bah ouais, c'est le problème aussi. Après, voilà, l'arbitre, le problème, c'est qu'il doit prendre une décision une demi-seconde. Ouais. Et non, pour moi, c'est bien. Il se prend un crochet gauche, il tombe complètement, il est rattrapé par le corps de Pereira, il essaie de faire une espèce de semi-takedown, il se prend
17 balles dans le crâne avec le coup de Pereira, et après il tombe complètement KO au sol. Non, je pense que c'est bien. Alors certains disent il aurait dû laisser Pereira lui mettre un ou deux coups en plus. Ouais, bof. Non, je suis pas d'accord. Pereira en full Ouais, monte sur toi, le mec il doit être à ton non, hein, c'est bon. Stop le combat et surtout que puis donne la Pereira, ceinture à Pereira. il a quand même un vrai instinct de finisseur, quoi. Quand il est un Oui, peu là, c'est ça, ouais. laissé, c'est compliqué. Ça, ouais, carrément. Perso, moi, je trouvais pas l'arrêt spécialement contestable, mais je l'ai trouvé très frustrant. C'est-à-dire que dans l'absolu, j'aurais aimé que ça se passe autrement. J'aurais aimé avoir un finish vraiment clair, un KO vraiment clair avec un mec qui est plus disponible, tu vois. Bon, après, je dis ça parce que je suis pas Ouais, combattant, hein. Si j'étais de la famille de Prochaska, je pense que j'aurais aimé un arrêt avant. oui, Donc, toujours la carrément, question. ouais. Voilà. Donc, j'ai trouvé Non, ça mais un peu forcément, frustrant, mais le combat était tellement bien, on l'attendait tellement que forcément on aurait voulu que ça se passe parfaitement, mais je comprends clairement Larry à un moment. Même Jiri, en vrai, il doit se dire, ouah, franchement, merci Marc Godard, puisque là, tu dis, si c'était mangé deux pancartes au sol, je pense qu'il aurait mis du temps avant de se relever, quoi. Donc, ouais. non, non, pour moi, c'est un bon arrêt, ça reste quand même des humains, il y a un moment, il ne faut pas non plus qu'ils s'entretuent, quoi. C'est pas les jeux romains, on ne va pas faire rentrer un lion dans l'arène ou une connerie comme ça, quoi. On pourrait. Euh, donc, je trouve que c'est. Ouais. Après, Jerry, Prochaska, je trouve qu'il est comme ça en permanence. C'est un très bon état d'esprit, je trouve. Je sais pas si tu te souviens, quand il se prend le kick contre Reyes, bon, il est en train de mettre une misère à Reyes, puis ça va au sol. Et Reyes lui met une espèce de kick, donc un coup de pied remontant en étant celui qui le donne et au sol, sur le dos, Mm. qui touche vraiment en plein menton. Et on voit Jerry qui tombe sur Reyes, un peu comme s'il était en train d'essayer de le contrôler, mais il y a un truc un peu Mm. louche quand même. Et Jerry, Il a après le combat, a dit non, non, moi j'étais out, j'ai dormi là. ça, Après, il se réveille très et il vite prend le et. side control. Ouais, c'est Il ça. prend le mec mange un KO et son premier réflexe quand il prend un KO, c'est de prendre un side control. Tu vois. Mais Ouais, oui, effectivement, il a dit qu'il était KO. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a fait pour Pereira, même s'il était. Je pense qu'il a perdu connaissance un petit peu. Il était quand même vif, il pouvait revenir, mais ça, c'est un truc qu'il a. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Tu vois qu'il est éteint des fois, et puis d'un côté, il peut se remettre debout, il peut repartir en peut-être une seconde. Enfin, c'est incroyable. Bon, après, j'imagine, effectivement, si tu prends un ground and pound de 15 secondes par-dessus ça, tu te relèves pas du tout. Mais Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est une des forces qu'il a, je pense. ouais c'est son style et effectivement, ça lui a peut-être porté préjudice sur ce combat. Mais c'est le problème. Ouais. Moi, je trouve C'est, personnellement que c'est un bon arrêt. Je comprends que les gens puissent débattre, mais moi, je trouve que c'est. Ouais. Il fallait arrêter là. il y a aussi un truc avec les styles un peu frustrants. T'as des mecs, t'as l'impression qu'ils font rien. Par exemple, ceux qui t'amènent au sol, ceux qui te. Je me souviens par exemple de Kamaru Usman contre Tyron Woodley, donc le combat où il a pris la ceinture. Je sais pas si tu te souviens de ce combat, mais t'as Kamaru qui tient au sol et contre la cage Woodley pendant 5 rounds. Et tu sais, il travaille petit à petit, il remonte, il le tient pour que l'autre il puisse vraiment rien faire, puis ensuite il essaye d'agir. Et en fait, c'était Godard justement qui était là aussi. Et il avait l'impression qu'il se passait rien, donc il n'arrêtait pas de lui dire vas-y, un peu d'activité, s'il te plaît, un peu d'activité. Et d'une certaine manière, enfin, moi je trouvais qu'il se passait des choses. Mais le style était tellement un peu spectaculaire que ouais, ça pouvait être troublant quoi. Ah ouais, mais après, je pense que c'est surtout aussi, il faut que ça vende. C'est un main event pour c'est quand même la ceinture des welter. Marc Godard, il voulait qu'il y ait du combat aussi. Je pense que l'objectif, c'est qu'il y ait des highlights et de vendre du pay-per-view. Donc forcément, si t'as un type qui fait un Ouais, mais est-ce espèce que c'est à de. l'arbitre? Ah, Si je c'est à pense que c'est un l'arbitre peu. de gérer ça. Je pense que Dana doit lui dire un ou deux mots avant le combat, oui, quand même. Ouais, je pense Ouais. quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, quand même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Surtout que tu sais, en plus, à l'époque, Kamaru Usman, il était vraiment chiant avec ça. Je pense que Ouais. Dana dû lui en dire un ou deux mots et lui dire, bon, écoute, c'est vraiment, il faut que dalle, essaie de le presser. Ouais. Ah, c'est quand même une Ouais. vitrine, tu vois. T'as un Ouais, champion, carrément. main event, etc. C'est une vitrine pour l'UFC, donc je trouve ça, Ouais. le marché au pif. D'ailleurs, c'est terrible parce que là, bon, il y a un de tes chouchous qui est devenu champion, c'est Shane Strickland. Il faut savoir que tu es peut-être Et son seul fan français.
Ça fait 2 ans que je vous en parle. Ouais. Son Et seul non, non. vrai fan, parce que, Ah, oui, ouais, lui, ça fait longtemps qu'il nous saoule avec. ah ouais, vraiment trop. Et ouais, il n'a pas un style extrêmement spectaculaire. Même si dans le dernier combat qu'il a fait contre Adesanya, je trouve que ça allait parce qu'il mettait la pression. Et finalement, c'était une bonne combinaison de styles avec Adesanya, le contreur, qui attendait toujours d'avoir une ouverture qu'il n'a jamais trouvée. Et Strickland, le combattant à pression, je trouvais ça pas mal finalement. Mais après, il a fait des combats quand même qui n'étaient pas spécialement divertissants, je trouve. Oui, mais lui, ça va être sa personnalité, ça va être ses interviews avec, j'ai oublié Ouais. comment elle s'appelle, la portoricaine, ou je sais pas La d'où elle vient, meuf la là, Nina, ouais. Ouais. Comment tu dis? Nina Daniel, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Ça va être ses interviews, ça va être son personnage, et ça va aussi être le fait que Easy avait une tonne de fans, de haters, pardonnez-moi, de Ouais. personnes qui le détestent. Ouais, ouais. Parce qu'il s'amuse à prendre des chiens, enfin, c'est un des activités, ma foi. Je sais pas si on a Bon, entendu, je pense que ça sera autocensuré par Skype. Ouais, non. il y avait du. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à apprécier Strickland. Bon, déjà, il est très marrant, je trouve. Il est un peu fou, hein, il est un peu barjot, mais quand tu l'entends parler, il a un truc, il sait raconter des histoires, il est vraiment borderline, il est vraiment limite sur son humour et tout, mais c'est pour ceux à qui ça plaît, c'est drôle, quoi. Et ouais, il va avoir aussi les fans d'Adesanya derrière lui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû faire la fête derrière leur écran quand ils ont vu cet upset, parce que c'était clairement un upset. C'est ça, après, ce qui est génial aussi quand tu regardes un tel combat, et en fait, tout le monde disait, même moi, j'étais pour Sean Strickland, mais avant que le combat commence, avant de voir le combat, je me disais, Sean va se faire ramasser. Enfin, moi, je le voyais manger un KO au deuxième round, quoi. Je me suis dit, il va se faire tuer. Et ce qui est toujours Ouais, génial quand tu regardes un combat où tu penses que les cartes sont déjà, enfin, voilà, que le tour est déjà joué, que c'est déjà plié, que voilà, et que tu vois que ça se passe pas du tout comme prévu, il y a forcément un côté très excitant et très intéressant aussi à regarder ouais. ça, et personne s'y attendait. Quand il drop Ah oui, Adesanya au premier round, ça n'a aucun sens. on s'en Personne souviendra n'a pas. hein, de ce combat-là. Personne. Il était spécial. Ouais. D'ailleurs, moi j'avais remarqué, des fois je devrais me faire un peu plus confiance et être plus constant dans mes affirmations. Parce que je me souviens que dans le premier combat contre Blachowicz, enfin dans le seul combat que Izzy a fait contre Blachowicz, Ouais. j'avais direct capté que Adesanya avait du mal en MMA, parce que ça se voyait aussi en kickboxing, mais surtout, enfin là je l'ai vu en MMA, qu'il avait du mal contre les mecs qui étaient de même gabarit que lui, avec la même allonge. Il avait beaucoup de Mhm. mal à trouver sa distance et à mettre son jeu en place. Contre les mecs qui ont une petite allonge, il est horrible, il est injouable. Je me souviens, faut voir le combat contre Costa, c'est beaucoup une histoire d'allonge. Et voilà. Et là, j'avais donné Adesanya gagnant, mais largement. Mhm. Largement. Je pensais vraiment qu'il allait gagner, qu'il allait gérer techniquement Strickland debout. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est en partie à cause du gabarit Strickland, qui fait à peu près la même taille qu'Adesanya. Je crois qu'il est un peu plus petit quand même. Il doit faire 85 et Adesanya 90, quelque chose comme ça. Ah, Mais j'ai pas vu cette différence, hein. J'ai vu des tailles quand même assez similaires. ouais, alors après, je pense que c'est parce que Adesanya est quand même assez bas sur ses jambes Ouais, c'est dans vrai. le combat, et Strickland est très droit. Mais quand ils Ouais, sont en face-off, en face à face, non, tu vois qu'Adesanya est quand même un peu plus grand. Mais il est beaucoup plus ouais, bas c'est sur c'est ses vrai. jambes. En fait, Strickland, il est droit comme un i. On parle vraiment d'un combat qui a eu lieu il y a 2 mois. Hein. Vous inquiétez pas, chez MMA Propagande, on est toujours les premiers sur l'info. On va faire l'analyse, on va faire nos pronostics de ce combat dans quelques minutes. C'est ça. Bientôt, on va faire l'analyse de McGregor contre Khabib. Ça, faudra Ouais. en parler aussi. Ce combat Mais qui va nous choquer d'ailleurs. On n'est pas prêt. ah bah, attendez, Khabib va se faire démonter, les gars. Hein, je préviens, hein, McGregor va. Ouais, Et je pense aussi qu'en fait, je pense qu'il y a un côté un peu, pour être honnête, Tyson Fury et Ngannou, tu vois. Je pense qu'en fait, Adesanya, il marchait, il se disait non, mais en fait, je vais le tuer. Il a aucune ouais, chance, il va rien faire. Et au bout de la troisième minute, il se prend une espèce de bras arrière venu du fin fond du Texas, tu vois. Bam, il ouais. se mange ça en plein menton, il tombe par terre et là, il voit toute sa vie défiler sous ses yeux. Tu vois, il voit quand il se fait démonter par Pereira, il voit quand il branle son chien et là, il se dit, ouah, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je pense qu'il a complètement perdu. Je pense que sa confiance s'est effondrée. D'ailleurs, il fait rien. Il perd tout le combat. Il arrive au Ouais. cinquième round, il fait toujours la même chose. Il fait des feintes, il fait une espèce de technique de ninja à la con avec ses mains.
Et Strickland, juste il avance, il envoie des jabs et puis il gueule dessus et puis terminé. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il devient, Adesanya, je sais pas quand il va revenir. Ouais, je sais pas non plus. Bon, il y a eu le call-out de Pereira, mais il faut voir. Mais par contre, ce que tu dis sur le style en fait de Strickland, c'est vrai aussi. En fait, Strickland, il a un style qui est quand même extrêmement économe en énergie et très défensif. Et on voit que Adesanya a du mal avec ce genre de profil. Blachowicz, par exemple, il était très défensif aussi. Et c'était une galère pour lui. Il avait du mal à comprendre les ouvertures, il avait du mal à faire son truc, quoi. Et ouais, c'est peut-être ça qui a nuit à Adesanya. Et après, je pense que Strickland jouit de quelque chose de pas mal, qui a beaucoup aidé Dricus du Plessis, c'est qu'en fait, ils sont vachement sous-cotés. Vu qu'ils ont des styles dégueulasses et assez bizarres, je pense que les gens les prennent de haut. Et en fait, à mon avis, quand tu les as dans la cage, c'est pas du tout la même chose. Et Non. Duplessis, il y a ce côté aussi où tout le monde le pensait nul à chier. Il a quand même terminé Whittaker. Et là, il va se retrouver d'ailleurs devant Strickland le 20 janvier. Mais je pense que c'est des types où il y a quand même toujours une partie, tu sais, dans la tête des gens, il y a quand même toujours une partie, quand ils rentrent dans la cage contre ces gars, ils se disent, ouais, non, mais il est bidon, je vais le fumer. Et en fait, je pense que quand tu l'as, quand la cage se referme et que le combat commence, tu te rends compte que ça va pas se passer comme prévu. Et je pense Ouais, je vraiment suis que d'accord. c'est un atout. Ça, c'est un atout. Les mecs sont pris de haut et en réalité, les types se rendent compte un peu au dernier moment que c'était peut-être pas une bonne idée et qu'en fait, non, il y a vraiment un truc particulier. Et puisqu'à chaque fois, enfin, Strickland, moi, effectivement, ça fait un moment que je le suis, et à chaque fois qu'il combat, tout le monde, à chaque fois que, alors, je sais pas, ça pourrait être vous ou n'importe qui d'autre, tout le monde disait, non, il va se faire allumer. Contre Nassourdine, j'entendais, ouais, il va se faire allumer, il est bidon, il va se faire tuer. Contre l'autre, comment il s'appelle Abou Magomedov. Me demandez pas Ouais, d'où il sort, j'en ai aucune. Abus, ouais, Abus. Tout le monde disait, il va se faire tuer, il va se faire machin. Bon, au final, Non, pas tout le monde, pas tout le monde. Je t'assure que les cotes chez les bookmakers donnaient Strickland gagnant. Mais effectivement, t'entendais des mecs qui sortaient des trucs de ouf. Genre, ouais. Ouais, j'ai pas entendu grand monde le dire. Mais bon. Ouais. Mais ouais, pour moi, à mon avis, c'est un avantage aussi pour eux. Voilà pour ce Ouais. combat. Non, mais je suis d'accord. Hein. En termes de guerre psychologique, c'est génial. Tu fais Ah, semblant d'être carrément. inoffensif, tu te dis non, mais moi, je suis mauvais. T'arrives, le Ça, mec, ouais. tu lui sors tes meilleurs trucs, tu lui sors un game plan de fou, tu lui sors, tu l'amènes vraiment dans un cauchemar, quoi. Et ouais, je pense que passer 2 minutes dans la cage, ils s'aperçoivent qu'ils vont passer un très mauvais moment. C'est ça. Ouais, pour continuer sur ces histoires stylistiques, qui est un sujet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup analyser les différents styles des combattants en MMA. Il y a un style que j'aime beaucoup, c'est le style un peu à la Nick Diaz debout. C'est-à-dire les mecs qui sont en gaucher, mais qui ne sont pas gauchers, qui sont droitiers, et qui ont donc leur main la plus vive, la plus forte devant, ce qui leur permet de faire énormément des jabs vraiment très contrôlés, très embêtants, mais aussi de beaux contres, et aussi des crochets bras avant. Et je me souviendrai toujours de ce combat-là, que beaucoup de gens connaissent, je pense, qui est un vieux combat quand même, à l'UFC, qui est donc Nick Diaz contre Robbie Lawler. Robbie Lawler qui se fait arrêter par Nick Diaz, justement parce qu'il commence à blitzer contre Nick Diaz et qui se prend un contre en crochet bras avant. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et j'aimerais bien développer ça pour moi-même, pour mon jeu. Euh, ça permettrait de troubler, en fait, je pense. Ça permet de troubler un peu tout le monde. Ceux qui sont habitués à combattre des droitiers sont troublés. Ceux qui sont habitués à combattre des gauchers sont troublés aussi. Donc tout le monde, finalement, est gêné par ce style. Ouais, puis ce combat en plus c'est vachement intéressant puisque Nick Diaz était donné perdant, si je ne me trompe pas complètement même d'ailleurs, puisque Robbie Lawler était sur une lancée incroyable. C'était à l'époque où Ouais. il avait des cheveux, donc autant vous dire que c'était pas hier. Et je pense que c'est lui qui était censé gagner. Et puis en plus, quand on sait comment Robbie Lawler, à quel point Robbie Lawler peut frapper fort, c'est vrai que ça. C'était un combat qui était normalement censé être gagné d'avance pour lui. Et là, encore une fois, parce qu'on parlait d'upset, tiens, avec le GOAT des middleweight, Sean Strickland, Adesanya. Et là, pareil, il y a une espèce d'énorme upset. Et oui, effectivement, oui, c'est ça, c'est un bras avant, oui, sur un crochet, ou une espèce de contre comme ça du bras avant qui fait tomber Robbie Lawler. Ouais. Et ouais, bah après, ce style, malheureusement, je connais pas des masses de personnes qui l'ont, enfin, à part Nick Diaz, qui est vraiment. Parce qu'à la base, je sais pas si tu l'as dit,
Il est tard chez moi maintenant, il est 23h, là, je commence à fatiguer. Mais à la base, c'est un droitier, donc il est censé avoir main gauche devant. Et en C'est fait, il ça. combat avec son bras droit devant alors qu'il est droitier. Bref, donc, Ouais. normalement, ceux qui combattent avec leur bras droit devant, c'est les gauchers. Donc lui, il est Ouais. droitier, il le fait. Donc, mais à part lui, je connais personne, sincèrement, qui Ouais. va Faudrait de que cette j'étudie manière. ça. Putain, si Mounir était avec nous, il pourrait nous en parler Ah, ben tu plus pourras lui longuement. demander. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres styles que tu apprécies, d'autres styles particuliers que tu apprécies? D'ailleurs, le style de Strickland, t'aimes bien ou c'est juste t'aimes bien parce que tout le monde le déteste? Non, moi j'aime le personnage. Après, oui, forcément, j'aime bien parce que ça reste quand même du pied-point, les mecs se tapent dessus, tu vois. J'aime bien le sol, mais c'est vrai que mater 25 minutes de mecs qui font du corps à corps, je suis peut-être pas assez hétéro-curieux pour réellement arriver à aimer ça comme je suis censé l'aimer. Et après, non, moi je suis pas aussi calculateur que toi. C'est-à-dire que j'active pas assez de points de QI ou j'en ai peut-être pas assez quand je regarde du MMA. Et moi, j'aime la violence. Donc j'adore Drew Ok. Dober, j'adore McKinney, j'adore Trevor Peek, j'adore Justin Gaethje, forcément. Bref, moi j'aime quand les mecs ont maximum 25 points de QI et puis décident Ouais. de s'entretuer pour 5000 euros. Je trouve ça génial. Moi, ça me regarde. Je trouve ça magnifique. Les mecs trop calculateurs, trop à la touche. Cette espèce que beaucoup de Français ont d'ailleurs, sauf le meilleur de tous les combattants français actuels, que l'on nomme Benoît. Je voulais en parler. T'as parlé de Ah là, violence, je voulais en parler. BSD, là. eh oui, parce que le truc, c'est qu'on regarde aussi, si tu veux, surtout nous, Européens, quand on attend jusqu'à 7h du matin, tu vois, quand on se fait minuit, 7h du matin pour regarder un truc, c'est pas pour regarder des mecs qui, pendant 25 minutes, se reniflent le cul en faisant de la lutte. Ou touche, je sais pas quoi. Non, nous, on veut de la violence. On veut du sang, on veut des crânes écrasés, on veut des larmes. Voilà, on a travaillé toute la semaine, on est fatigué, on veut un mort, quoi. Il faut qu'on se détende. Ok. Du pain et des jeux pour le peuple. On me demande rien de plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait mon état d'esprit quand je regarde, mais je peux comprendre. Je peux comprendre aussi. Moi, c'est le style dont j'avais totalement. Mais vraiment, j'en avais marre. C'était le style lutteur, contrôle contre la cage. Vraiment, au bout d'un moment. Parce que c'est efficace, hein. On va pas se mentir, c'est efficace. Euh, mais ce truc-là, sans chercher le finish, ça me rend fou. Les combattants, en fait, les lutteurs à la décision, là, c'est un truc. J'ai envie de partir. J'ai envie d'éteindre l'écran et de partir. J'ai Et regardé, ouais, excuse-moi. vas-y, vas-y. Ouais, je dis dernièrement, j'ai regardé la vidéo d'un grand intellectuel français, aimé de tous et respecté de tous, que l'on appelle Alain Soral, Oh et non. qui, je suis désolé, mais qui a dernièrement sorti une vidéo payante que j'ai bien entendu gratuit parce que je suis un rat de catégorie finale. Il a sorti une vidéo de 20 minutes où il parle de boxe et c'est exactement ce qu'il dit sur le MMA. C'est-à-dire qu'il dit que le problème du MMA, c'est que ce qui est sympa à regarder, c'est le pied-point. C'est surtout ça. Alors, tu vas forcément avoir un mec ceinture bleue du jiu-jitsu brésilien qui va dire non, moi je suis fan de deux mecs en slip qui se touchent au sol pendant bon. Surveille ta sexualité, mon garçon. Hein. Pose-toi des questions. Mais ce qu'on aime surtout, c'est le pied-point. Et le problème, c'est que les mecs en pied-point, quand ils tombent face à des lutteurs, ils sont très sur la défensive. Et ça fait qu'effectivement, malheureusement, on se retrouve avec beaucoup de combats entre les combats de lutteur contre lutteur où on peut se faire chier et entre les combats de striker contre lutteur avec un striker complètement défensif où on se fait chier aussi. C'est vrai que, en fait, il y a pas mal de combats qui peuvent être intéressants sur le papier ou avec des grands combattants, on peut sais encore. Mais en fait, bah, tu te fais chier, quoi. Et je Bah, pense que c'est effectivement un problème pour le MMA. le truc, j'ai rien contre les lutteurs, j'aime beaucoup la lutte. Mais c'est vraiment l'état d'esprit de pas chercher le finish et d'aller à la décision. Ça me rend fou. Mmh. Alors Mmh. que les lutteurs qui viennent chercher justement le ground and pound, qui viennent chercher la soumission, ça j'adore. Les lutteurs aussi qui veulent faire mal avec leur lutte, ça j'aime beaucoup. On voit certains, il y a des takedowns, tu sens qu'ils font mal, c'est comme des coups portés. Les lutteurs comment dire, la lutte qui est intégrée au striking, comme si c'était un coup un peu à la GSP ou tout ça, j'aime beaucoup aussi, parce que techniquement c'est intéressant. Même si bon, GSP, bon, c'est une autre époque, on va pas en parler, mais effectivement il y a une recherche de la décision aussi assez souvent. Mais voilà, moi c'est vraiment le lutteur d'annulation en fait, celui qui vient t'annuler. Ouais. Ce qui était un peu le cas de Ousmane. J'ai parlé de Ousmane contre la cage, c'était un peu ça. Il se passait des Mmh. trucs, mais le but c'était un peu d'annuler Woodley pour gagner. Bon voilà, c'est un truc qui m'a. J'aimais bien au début parce que je trouvais ça assez puissant, et puis au bout d'un moment, on voyait tout le monde faire la même chose. Ça m'a fatigué. Et là, on Oui. peut en voir un spécimen quand même
assez fort, assez affirmé dans ce style, c'est Merab, qui quand même apporte des choses, parce que dans ses derniers combats, il a montré des particularités, un cardio de fou. Bon, ça c'est toujours marrant à regarder, un mec qui peut y aller avec un énorme volume à l'infini, ça c'est marrant. Puis cette espèce de truc de énormément de takedown, mais que j'aimerais bien critiquer un peu parce qu'il y a un problème avec ce style-là. Si dans un combat, tu as un record de takedown, si tu places 47 takedowns, ou je sais plus combien il en a placé là, ça veut dire quand même que tu n'arrives pas à maintenir le mec au sol. Ça veut dire que tu laisses le mec se relever autant de fois, quoi. Et ouais, je trouve qu'il y a un problème de style. Enfin, ça me plaît Tu pas. parles de son combat contre Petroyan, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Comment t'as dit Ouais, contre combat Petroyan. okay. Ouais, en fait, le sol, c'est sympa. Dernièrement, on a eu un joli combat de sol entre Chase Hooper et Jordan Leavitt. Ouais. Le combat a été très court parce que Chase Hooper est beaucoup trop fort pour cette catégorie, c'est une évidence. Et il a sub, ouais, je vous spoil, hein, je suis désolé, il fallait se mettre à la page. Il a sub Jordan Leavitt au premier round, mais c'était vachement beau, j'ai trouvé. Ouais. C'était du pur grappling. Ouais, c'était vraiment dur à décesser. Mais c'est vrai que c'était joli, quoi, puisque quand même, tu peux comprendre JJB, etc. Et puis surtout, d'ailleurs, qu'il y a un finish. C'est toujours un plus. Et après, pour le style de Merab, en fait, je sais pas trop. Parce que juste avant, Petroyan, il avait combattu José Aldo. Et en fait, il l'avait bloqué pendant 15 minutes contre la cage. Il avait annulé. Donc après, ouais, bah, il avait juste bloqué, en fait. Ouais. Donc je sais pas, en fait, si contre Petroyan, c'est parce qu'il n'arrivait pas à le maintenir ou parce que c'était pas particulièrement la stratégie. Et qu'en fait, sa stratégie, c'était pas juste de complètement flinguer la boxe de Petroyan en Ouais, lui mais c'est faisant pire. peur. Si ta stratégie, c'est même pas le maintenir au sol, juste l'amener indéfiniment, enfin, je comprends. Je dis pas qu'il est pas fort, hein. Merab est extrêmement fort, je trouve. Il a de quoi devenir champion en plus, je trouve. Il a des qualités incroyables. Mais voilà, stylistiquement, c'est juste. Pour moi, c'est un peu jouer avec les règles, tu vois. C'est toujours la même chose. Il y a toujours des mecs de temps en temps qui viennent, qui montent un style qui est en accord avec les règles du MMA, mais qui sont absurdes en soi. Enfin, même si je dis ça, mais honnêtement, le style Merab en combat réel, entre guillemets, ça pourrait fonctionner. On va pas se mentir. Un mec qui te met au sol comme ça, dès que tu essayes de mettre une droite, bon, ouais, je suis pas sûr que tu le battes. Je pense que globalement, sans prétention, hein, je veux pas, mais je pense que globalement, les mecs de l'UFC sont plutôt doués à la bagarre. Alors, je m'avance peut-être. Je m'avance peut-être, c'est une possibilité, mais je pense que Merab ou pas, les mecs te fusillent quand même, quoi. Je sais pas si je avec l'un d'eux, pour être honnête. Mais oui, non, bah après, ouais, après, ça fonctionne dans la rue, ça c'est un autre détail, quoi. Dans les cas, ça reste des combattants, je pense qu'ils peuvent monter un peu tout le monde en l'air. Ouais. Non, mais je parle vraiment de style, tu sais, de style. Si on voit le MMA comme une espèce de simulation de combat à mort, on va dire, simulation de bagarre, le plus proche possible de la réalité, ce qui ne sera pas atteint à part si on agresse des gens dans la rue, tout ça. Il y a des styles qui sont plus ou moins pertinents et d'autres qui sont plutôt des façons de jouer avec les règles du jeu. Ce qui me dérange pas, parce qu'il y a des règles, ben, si tu joues avec, pourquoi pas. Écoute, c'est comme ça. S'il y a une grosse faille, si tu as un style qui se met à être beaucoup trop fort, ou si le jeu est déséquilibré, c'est que les règles sont mal faites. Mais alors, après, surtout depuis Khabib Nurmagomedov, d'ailleurs, il y a une espèce de hype totale autour de la lutte, où le moindre mec qui sait un minimum lutter passe pour le prochain grand champion. Et quand tu Ça regardes date aujourd'hui. d'avant ça, quand même. Hein. On a vu énormément de. Enfin, c'est depuis les premières UFC. Depuis qu'on a vu qu'un boxeur, bah, si tu le mets au sol, bah, il n'y a plus de boxeur. Voilà. Mais quand tu regardes aujourd'hui les champions à l'UFC, c'est principalement des strikers. Ouais, c'est vrai. Heavyweight, bon, alors on sait qui est le champion heavyweight, on ne sait pas trop, mais dans tous les cas, que ce soit Jones ou Aspinall, les deux sont quand même très complets, mais ça reste principalement des strikers. Light heavyweight, c'est Pereira, donc on est plutôt un striker. Middleweight, Strickland, c'est un striker. Welterweight, Edwards, c'est un striker. Lightweight, Makhachev, c'est un lutteur. Featherweight, Volkanovski est très complet, mais c'est principalement un striker. En dessous, en bantam, c'est O'Malley, donc c'est un striker. Et en dessous, en flyweight, c'est un grappleur, lui, pour le coup. Et j'ai oublié son nom. Pantoja.
Pantoja, merci beaucoup. Et lui, c'est plutôt un grappleur. Donc en fait, tu as deux vrais grappleurs sur tous les champions. Et les autres, soit ils sont très complets avec un accent très prononcé sur le striking, soit c'est des purs strikers. Ouais. Après, il y a une différence, c'est qu'avant, bon, on avait des strikers purs, vraiment purs, qui ne savaient pas taper un sprawl, qui ne savaient pas faire tout ça. Et maintenant, on a quand même des strikers qui savent défendre la lutte. Ça ne veut pas forcément dire... le profil type de ce combattant-là, pour moi, c'est Geji. C'est un mec, il a décidé, depuis qu'il est rentré à l'UFC, même avant, il a décidé de tout mettre en striking, d'aller le moins possible au sol. Il ne travaille pas son sol, il ne travaille pas la défense de soumission, tout ça. Mais par contre, il a une défense de takedown incroyable. Donc c'est très dur de l'amener au sol. Et ouais, c'est un peu ce genre de truc. C'est des mecs qui ont choisi le striking et ils se débrouillent pour pas se faire mettre au sol. Je sais pas si Geji travaille pas son sol. Ou si son sol, je veux dire, son jeu de soumission, sa défense de soumission. À mon avis, il a jamais fait ça de sa vie. Hein. Juste qu'on en a vu quand même. T'as quand même, les deux derniers qui l'ont sub, c'est quand même Khabib et Oliveira, c'est pas n'importe qui non plus. C'est pas ça l'idée, c'est que, en fait, j'ai vu une interview c'était sur la chaîne de Whitman, sur la chaîne du gym de Whitman, où justement on voyait Geji qui disait non, mais le Jiu-Jitsu, ça sert à rien. Il disait que très clairement que lui, il faisait pas ça, quoi. Et dans un sens, voilà, si personne t'amène au sol, ben, t'as pas besoin. Oui, ouais. En soi, ça peut être fonctionnel. Ça se tient. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc beaucoup de strikers, effectivement, à l'UFC. Après, c'est normal, hein, quand même. Il y a quelque chose qui marche très bien, en général, c'est d'avoir un bon pouvoir de KO. Ça, c'est une bonne technique. O'Malley, ça fonctionne bien. Strickland, c'est pas ça. Voilà. Non. Bon, Ngannou, à son époque, c'était ça. Un peu, Pereira, c'est ça. Il y a quand même Leon Edwards, c'est ça qu'il a mis champion. C'est la capacité à avoir mis Ousmane KO en un coup. Ouais, donc mais c'est pas un grand knockout artiste. Non, mais il a ce pouvoir-là. En fait, le truc, c'est que c'est un kicker. Donc, généralement, le pouvoir de KO, on le juge d'après ce que tu fais en anglaise. Parce que c'est effectivement un mec qui est droite et qui t'éteint d'un coup, c'est impressionnant. Alors qu'avec un kick, c'est quand même plus facile. Enfin, les jambes, c'est puissant. Mais il arrive à mettre les gens KO avec des kicks. Mais effectivement, c'est pas son jeu, mais c'est sur ça qu'il a eu la ceinture. Donc l'idée, c'est d'arriver à rester dans une zone où tu peux exprimer tout ça, où tu peux être dangereux en striking. Et le problème de beaucoup de combats, comme tu as dit, lutteur contre striker, c'est effectivement que il suffit que le lutteur place ses menaces de lutte. C'est même pas de la lutte, c'est des menaces, que ce soit dans des feintes ou dans des tentatives effectives. Gratter par exemple, mais ça vient quand même déranger le striking du gars. Et il va se mettre à penser à ça, il va se mettre à être tout le temps sur le reculoir, ce qui est très gênant pour les kickers par exemple. Il va toujours avoir les mains basses aussi parce qu'il attendra le sprawl. Et ça peut être dérangeant pour placer pour être offensif en fait. C'est dur de striker comme ça. Ah oui, c'est le problème, forcément. Forcément, tu te retrouves un peu bloqué. Et après, même pour nous, ça fait des combats. Le mec est très timide dans son striking. Et puis après, on se retrouve au final avec un lutteur qui va passer la serpillière avec un mec pendant 15 ou 25 minutes. Ouais. Mais oui, quelque part, c'est un des problèmes du MMA. C'est que tu peux finir avec des combats où les styles s'annulent ou alors où c'est pas très intéressant. En fait, tu repères juste un espèce de lutteur de position. Un peu comme Colby. En fait, si Colby avait pas tout son personnage et tout son truc, il serait hyper chiant à regarder. D'ailleurs, il devait se faire virer avant d'avoir adopté son espèce de personnage ultra cultivé. Et parce qu'en fait, c'est relou. Enfin, Colby, c'est marrant à voir quand il combat Masvidal parce qu'il y a une histoire. C'est sympa à voir quand il combat Ousmane parce qu'il reste debout. Et quand tu regardes ça, c'est un enfer. C'est un enfer. Ouais. Récemment, il y a eu un combat à Arès. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'était le combat de Younoussov.
Je l'ai pas vu. Bon, en fait, Et- un finish magnifique Ouais. finish sur un coup de retourné. Et justement, ça se fait sur une menace de takedown. On voit qu'il va au sol, l'autre commence à se baisser parce qu'il veut défendre ça, et puis en fait, ce qui part, c'est le coude. Incroyable, je trouvais. Donc voilà. Oui, le Si tu KO, peux aller voir j'ai vu le KO. Ouais. J'ai pas vu le combat, mais j'ai vu le KO. la- Et j'ai regardé la vidéo de TFS sur le sujet. Je sais pas si elle Ouais, est en membre ou pas. Voilà, grosse dédicace à TFS. yes, comme toujours. Comme toujours. Et j'ai regardé ça effectivement. Et bien entendu, j'ai vu le KO qui a tourné partout, Ouais. qui est incroyable, qui fait flipper quand même. Euh, pour ça, Aïda, Ouais, qui ouais, tombe en ouais. plus d'un Qui coup, a il pas tombe fait en un plus. mauvais combat, je trouve, hein, mais voilà. L'autre, Ouais. il a surpris, il a été quand même très fort. Franchement, c'est un mec que je vais suivre. Autant, tu vois, je vais pas te mentir, il y a des mecs, je trouve que ils ont une hype un peu extrême comparé à leur niveau de carrière. Bon, je sais pas si je cite des gens, mais Si, tu euh, vas citer ce que les gens veulent entendre. bon, je peux citer, oui. Et attention, hein, par contre, un truc, c'est que leur hype, elle ne sort pas de nulle part. Non, mais je vais me faire défoncer sinon. Ouais. Leur hype ne sort pas de nulle part. Il y a aussi une capacité de communication qu'il faut que les combattants aient. Et quand ils l'ont et que ça fonctionne, ben, c'est bien. C'est bien, tant mieux pour eux. Il vaut mieux ça plutôt que des mecs qui sont pas capables de faire deux phrases d'affilée, qui sont pas capables de se vendre. Donc, ça, c'est très bien. Mais si on parle de Baki, par exemple, je trouve que la hype qu'il a, je la trouve incroyable vu au vu du stade auquel il en est. C'est un jeune combattant extrêmement prometteur, je pense qu'il a de très bonnes qualités. Mais alors, il y a des gens qui m'en parlent à la salle de sport et tout. Ils me disent, ouais, t'as vu le combat de Baki, il va combattre tel. Et, euh, et ils me le mettent dans la même phrase que des combats de Pereira à l'UFC, enfin, voilà, des combats au plus haut niveau, quoi. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Pareil pour Ramzan, pareil pour, bon, Morgan Charia, c'est un peu différent parce que lui, il a quand Mhm. même commencé à avancer. Maintenant, il a eu l'UFC. Il s'était construit une grosse hype avec une communication qui était quand même très bien faite. Donc, lui, il a compris beaucoup de codes, je pense. Et donc, j'aurais tendance petit à petit à le sortir de ce truc-là. Voilà. Mais ouais, les deux que j'ai cités, je trouve ça assez étonnant. Et c'est tant mieux parce ils font connaître le MMA. Ils font connaître le MMA à un public plus large et ils connaissent les codes actuels quoi, de communication. Parce que tu as des mecs, je te Alors, jure, tu as des mecs qui comprennent rien au réseau, qui comprennent rien à tout ça. Quoi. C'est compliqué de les vendre. il y a un truc en France aussi, alors je sais pas trop pour l'étranger, mais il y a un truc aussi en France, c'est que c'est d'ailleurs quelque chose que les chanteurs ont beaucoup fait. Alors que ce soit des rappeurs, des chanteurs, n'importe, mais que des espèces de personnalités comme ça ont beaucoup fait, c'est de tourner avec des youtubeurs. Et ça peut Ouais. paraître con, et quand tu tournes avec un youtubeur et que tu fais une vidéo de 2 millions, en fait, alors après, je te parle même pas de tous les TikTok et les trucs. Bon, je Ah, suis pas sur ça, donc je suis pas connaisseur, mais ça fonctionne à fond. Et Baki, je le vois beaucoup avec plein de mecs différents sur YouTube, et je pense vraiment que ça joue beaucoup, en fait. Parce que c'est des non, mais vidéos c'est qui font un sûr. demi-million de vues, comme ça. Mais c'est sûr. Tu fais pas un demi-million de vues autrement qu'avec, tu vois, déjà des youtubeurs, des machins. Bon, après, les mecs, je les connais pas, je sais pas, c'est pas du tout, plus du tout mon milieu. Mais je pense que ça aide beaucoup. Et effectivement, d'un point de vue de la com, je pense que ça aide beaucoup. Bah, moi, je pense que c'est en fait, c'est pas du tout à critiquer. C'est un truc qui est très bien. Et c'est plutôt les Ah autres qui non, devraient prendre exemple. C'est les autres qui devraient apprendre à faire pareil. Et d'ailleurs, bon, d'ailleurs, étrangement, on n'en a pas beaucoup parlé sur cette chaîne parce qu'on est absolument nul en termes d'organisation et de préparation des sujets. Mais Doumbé, c'est ce qu'il arrive à faire. Lui, il arrive à combiner quand même des performances. Bon, sa carrière en kickboxing, il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'elle n'est pas de qualité, quoi. C'est incroyable, un parcours incroyable. Et là, il arrive à la fois à allier des performances remarquables et spectaculaires, parce que c'est pas parce qu'une performance est victorieuse, amène à une victoire, qu'elle est spectaculaire. Mais lui, il arrive à faire ça. Peut-être pas sur les premières, mais voilà, là ce qu'il a fait. Enfin, si, sur la première aussi, en fait. Ah ouais, Euh, Doumbé, en termes de communication, ouais, c'est sûr que c'est une référence. ouais. Mais Monstrueux, là, les monstrueux, codes, monstrueux. moi, j'ai l'impression de voir un mec à ses niveaux.
En termes de communication, c'est niveau McGregor. Hein. C'est niveau. J'ai rarement vu ça. Ouais, non, c'est compris. monstrueux. Ouais, très très fort. Indéniablement. Et puis, c'était déjà le cas quand il était au MMA-GP. J'ai eu la chance de le voir, moi, quand il était au MMA-GP, quand il passait dans ma ville. Et déjà, c'était un bordel. Alors, quand il est rentré, je ne tenais même pas. Enfin, c'était vraiment, forcément, c'était la star de la soirée. Et ouais, lui, en plus, il s'est construit ça de son côté. Pour le coup, justement, là, juste avant, je lui ai parlé des combattants ou des personnalités qui allaient vers des youtubeurs, donc qui allaient utiliser, je dirais, déjà le stock d'abonnés, de viewers, je sais pas comment on dit, de d'autres personnes. Mais lui, c'est complètement construit son truc tout seul. Ce qui est encore plus incroyable, ce qui est encore plus impressionnant. Et non, mais ça fait du bien pour le MMA français en plus de ça. Je suis pas particulièrement un grand fan de base parce que je suis pas un fan de kickboxing. Mais putain, quand Doumbé combat, tu sais que tu vas te régaler. Quoi. 2-3 semaines avant le combat, c'est encore mieux que le combat lui-même. Et alors après, pendant plus de ça, il te fait des perfs. Ce qu'il y a juste de faire, c'est monstrueux. Vraiment monstrueux. D'ailleurs, il essayait de faire ça aussi en kick. Au Glory, par exemple, il essayait de faire il faisait du trash talk, il faisait du spectacle, il faisait tout ça. Mais le problème, c'est juste que le kick, ça a moins de résonance que le MMA actuellement. Quand tu fais quelque chose en kickboxing, même les gens qui sont extrêmement forts, qui ont 2 ceintures, qui ont tout ça, du grand public, vraiment grand public, hein, ils sont inconnus. Tu vois. Alors qu'en MMA, si tu as 2 ceintures UFC et tu fais le spectacle, il y a des chances pour que les gens te connaissent. Ouais, non, c'est sûr que le kick, dans tous les cas, en général, tout ce qui est pied-point et qui n'est pas de la boxe anglaise, un peu en Muay Thai, au One Championship, ils sont forts, le One, ils sont en train un peu de remoduler tout ça. Ouais. Mais sinon, globalement, après, c'est un peu comme le sol, en fait. Enfin, je veux dire, grappling, alors peut-être pas le grappling, mais jiu-jitsu en gi, t'as des mecs qui sont 15 fois champions du monde. En réalité, tout le monde s'en fout. Quoi. Enfin, sauf ceux qui vraiment suivent le JJB, mais sinon, tu les connais. Ouais, c'est ça. Bah là, tu vois, par exemple, même en grappling, ADCC, tu prends Gordon Ryan, qui est quand même la star du moment, qui est un athlète incroyable et surdominant. Si tu demandes dans la rue en France, par exemple, qui est Gordon Ryan, il y a beaucoup de gens qui ne sauront pas. Ouais, non, mais même, tu demandes dans la rue qui est Doumbé, je sais pas si les gens le connaissent, alors sauf peut-être les alors là, Doumbé, maintenant, si, les gens connaissent. Je t'assure, j'ai entendu des trucs de fou, des gens qui en parlaient dans la rue, des gens qui... Ouais. Les gens, par exemple, de la salle de... Il y a des gens de la salle de sport ils parlent de faire de l'UFC, tu vois. Ils parlent, c'est des gens qui voient ça de très loin, des gens qui me parlent de free fight et tout, tu vois. Des gens qui connaissent pas du tout et qui me parlent de Doumbé. Là, actuellement, en France, qu'il a fait, incroyable. Ok. Ouais. Pour moi. Alors que Gordon Ryan, ça fait un peu mal au cœur parce qu'en plus, c'est un mec qui est des fois, il est un peu provocateur et tout. Normalement, c'est des profils qui font un peu parler et tout. Il a une grande gueule, tu vois. Il se fait remarquer et pourtant, ça reste un sport, bon, j'ai envie de dire de niche, tu vois. Après, voilà, c'est sur la bonne dynamique, donc peut-être que ça va se développer et j'espère. Parce que c'est un chouette sport. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Gordon Ryan, il est chiant à mourir. Quand tu l'écoutes parler, vraiment, il a la mentalité d'une fan de Justin Bieber de 14 ans. C'est une catastrophe. Tu l'écoutes parler, tu as envie de mourir. Il a aucun humour. Au contraire, je trouve que là, les mecs de la BT, mais principalement Craig Jones, sont beaucoup plus forts sur ça, déjà en termes de communication. C'est vrai. Ils ont pas mal de vidéos, beaucoup plus d'humour, ils ont un podcast, ils ont beaucoup de second degré. Mais non, Gordon Ryan, c'est une horreur. Tu l'écoutes parler, même en interview, il n'a pas un pet d'humour. Très chiant, très sûr de lui, très bon. Ça, tout le monde est à ce niveau-là de compétition, tu es obligé d'être sûr de toi. Mais je veux dire, il a vraiment un ego qui déborde de partout. Non, il est vraiment ultra chiant. Vraiment. D'ailleurs, c'est un truc que je remarque, c'est que tous ceux qui ont réussi à avoir vraiment une grosse résonance dans les médias et puis dans la tête des gens, dans la tête du public, ils avaient quand même, je sais pas si c'est tous, mais ils avaient quand même de l'humour, quoi. Connor, ça marche aussi à l'humour, c'est très provocateur, bon, c'est ça, mais il y a de l'humour. Doumbé, c'est pareil.
Doumbé, beaucoup d'humour. Il y en a beaucoup. Ouais, je dis ça, mais de côté, il y a Brock Lesnar. Brock Lesnar, il était pas marrant. Non, mais c'est déjà une star, lui, avec la WWE. Ouais, c'est peut-être ça. C'est un peu comme si Jean Dujardin se mettait à faire du MMA, quoi. Il jouit déjà d'une certaine popularité en amont. Ouais. Mais parce que je pense aussi que les gens, en fait, regardent ça, ils ont envie de se détendre. Si t'as des mecs qui sont drôles, qui te font pas rêver, qui font pas rire, c'est aussi une façon d'accrocher, accrocher les gens. Il faut créer un lien avec les gens. Si t'as rien pour eux, c'est compliqué. Ouais, il faut leur offrir. Il faut que les gens, ils aient l'impression d'en avoir pour leur argent et pour leur temps. S'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps ou d'avoir perdu leur fric, ça marche pas à toi. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont travaillé 8-9 heures, ils étaient dans les bouchons, leur nana les ont fait chier parce qu'ils sont arrivés avec 20 minutes de retard. Les mecs, ils en peuvent plus, ils ont envie de se poser, de se marrer. Et là, Doumbé, McGregor ou une petite interview de Sean Strickland, si tu comprends l'anglais, tu te régales. Alors que voilà, si tu as, je sais pas, un entretien de, je sais pas qui, même typiquement de Alexandre Volkanovski. Tu vois. Ouais. Ah, il est chiant. C'est vrai qu'il incroyable, lui manque un truc. Mais il est chiant. T'as pas envie de jamais regarder une interview de Volkanovski, j'en ai rien à taper, quoi. Strictement rien. Il a l'air sympathique et tout, mais il y a un petit côté transparent. C'est dommage. Non, mais je lui paye une bière avec grand plaisir, mais je me tape pas 45 minutes d'entretien de Volkanovski. J'ai vraiment autre chose à faire. Ouais, grave. Ouais. Non, mais c'est ça, tu m'as convaincu, c'est ça qu'il faut faire. Chez MMA Propagande, le jour où on sera un peu plus professionnel et dans le calcul, on commencera par nos meilleures blagues. C'est quand même exceptionnel, disons. Voilà. On fera des one-man shows. Ouais, c'est ça. Faisons ça. Ouais, après, voilà, il y a des mecs aussi qui sont devenus des grandes stars un peu en fonction des circonstances. Par exemple, Khabib. Khabib est devenu une grande star en grande partie comme opposant, comme antagoniste de Conor, parce qu'il représentait des valeurs opposées. Mais si Conor avait eu le charisme d'une huître, je suis pas sûr que Khabib aurait été la star qu'il est aujourd'hui. Tu vois, il y a un côté un peu, on en parlait tout à l'heure, il y a un côté un peu Adesanya Strickland pour le coup, c'est-à-dire deux mondes complets qui s'affrontent. Ouais. Et des types qui à la base aussi bien, peut-être un peu moins Strickland, mais c'est quand même un peu le cas aussi. Il y a quand même un certain parallèle avec Khabib, où les types en fait, ont gagné énormément de hype parce qu'en fait, ils ont battu un type qui était énormément détesté. Ouais. Et donc, tous les mecs qui détestaient le type qu'ils ont battu, que ce soit McGregor ou Adesanya, en fait, ils se sont mis à adorer celui qui l'a démonté. Et après, aussi bien Strickland que Khabib, ils représentent quelque chose de très particulier. Il, l'air de rien, parle à beaucoup de gens. Alors que ce soit pour Khabib, tout le milieu très rural, très attaché à la religion, l'islam, etc., qui parle à beaucoup de gens. Ou pour Strickland, ce côté un peu white trash, tu vois, qu'on appelle ça redneck américain, en fait, un peu tous les mecs qui ont voté pour Trump, c'est-à-dire une bonne partie des États-Unis qui se reconnaissent à travers les paroles, à travers les actes, à travers tout ça. Et c'est ça, des gens qui tiennent effectivement connus parce qu'en fait, ils ont gagné des millions et millions de personnes en défonçant, pardonnez-moi, quelqu'un qui était détesté par grand nombre de gens. D'ailleurs, ça c'est une question, les valeurs. Une fois sur Twitter, j'avais dit ça. En fait, un champion, ça peut être le champion UFC, ça peut être celui qui a la ceinture, mais ça peut être aussi étymologiquement un représentant d'un groupe et un défenseur de certaines valeurs partagées par un groupe. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris ça, d'autres qui n'ont pas compris. Quelqu'un qui me semble l'avoir bien compris, c'est Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis a clairement des valeurs qu'il veut promouvoir quand il combat. Tu sens que c'est un mec qui cherche à prouver sa valeur, qui fuit pas, qui cherche les combats les plus compliqués. C'est l'impression qu'il me donne, quoi. Et qui est pas dans le calcul, qui va finir son adversaire. Et finalement, c'est un truc que je trouve rafraîchissant, tu vois. Moi, j'adore les mecs comme ça. Le mec, il te met une pression de fou, il rentre dans la cage, il va faire la guerre. Et pourtant, il est respectueux de son adversaire. J'aime beaucoup. Il y en a d'autres comme ça, tu vois. J'aimais bien Prochaska pour ça, justement. Prochaska qui arrive et c'est parti pour s'arracher la tête. Voilà. Ouais, alors, pas des mecs qui sont dans le calcul, tu sais. Ouais, là, tu as parlé de deux trucs différents. Tu as parlé du style de combat et tu as parlé de ce que le combattant représentait. En fait, c'est des valeurs que tu viens exprimer par ta façon de combattre.
Par exemple, si je te dis, D'accord, d'accord. il faut aller à la bagarre, faut pas chercher à esquiver les difficultés, il faut montrer en gros qui a le plus de cœur et tout, et après je te monte un style qui est entièrement de la lutte de contrôle pour essayer de prendre une Ouais. décision. Bah, tu vois, Je bon, vois ce que tu c'est veux dire. bien, mais voilà. Alors que BSD, quand il est dans la cage, ouais, il y a un truc magique, je trouve. Il y a un truc incroyable. Hmm. Et voilà, pour parler de notre combattant français, bon, ça, on en a beaucoup parlé, beaucoup de gens en ont parlé, mais Cyril Gane, je trouve que, ouais, là, ces derniers temps, il a montré justement, il s'est un peu dissocié du public et des fans euh, pour des questions de valeur. C'est pas des questions de stylistique de combat, c'est des questions de valeur portée. Et je comprends tout à fait que bah, pour eux, c'est une profession. Et le but, c'est aussi de s'assurer quand même un certain niveau de vie, puis de pouvoir payer la nourriture, tout simplement. Hein. La nourriture à la maison, tout ça, essayer de faire ça en prenant le moins de dégâts possible, ce que je comprends totalement, c'est très humain comme façon de faire. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a différents trucs en fait. C'est que pendant un certain temps, certaines années, là, en 2018, 2020, 2021, le MMA a explosé et il y avait une personne qui était à la tête du MMA français, c'était Fernand Lopez. Ouais, Rien ne brillait si ça passait pas par Fernand Lopez. Et en fait, je pense ouais, que dans les dernières années, déjà, alors on va pas revenir dessus, parce que c'est pas le sujet là, mais il y a eu les problèmes de Fernand Lopez qui ont été exposés au grand jour par Doumbé. Et l'air de rien, je pense que ça a entaché Lopez forcément, et a raison si ça s'avère être vrai. Alors, je n'ai pas suivi après si ça avait été prouvé ou pas. je Il sais pas paraît que suivi. si, mais je suis pas. Ouais, je veux dire, on l'a accusé de beaucoup de trucs, mais je ne sais pas si ça a été prouvé par la justice ou non. Hum, Et ne pointons du doigt que ce qui est, bien entendu, prouvé par la justice. La justice de Twitter, on ne fait pas ça ici. ouais, Mais ça a entaché forcément le nom de Fernand Lopez, à tort ou à raison, ça dépend. On va laisser la justice trancher. Ça a entaché forcément le MMA Factory et tout ce qui est rattaché au MMA Factory, dont Cyril Gann. Et je pense en fait que ça a été un enchaînement pour Cyril Gann. Déjà, de un, son style. C'est-à-dire, l'air de rien, tu fais de la touche, tu te déplaces, tu fais de la touche. Et quand à côté, tu as des gars comme Doumbé ou comme BSD qui arrivent et qui prouvent qu'on peut être français et on peut casser des gueules et on peut terminer les combats au premier ou au deuxième round, bah, les gens se sont dit ah, mais en fait, si c'est possible de le faire, pourquoi tu le fais pas? Nous, c'est ça qu'on veut. ouais. On veut pas 25 minutes de touche, de danseuse étoile. Alors, Alors, personnellement, j'adore moi, c'est un style que j'aime bien. Moi, j'ai aucun problème avec son style de combat. Je trouve ça intelligent. En plus, je pense que c'est pas la. je trouve qu'on est un peu dur avec lui parce que, par exemple, contre Tuivasa, quand il se fait toucher, ben, en fait, il montre directement, il se prend un coup, ce qui est rare chez Ouais. lui. On a fait genre, ouais, il a pris un coup. Imagine, tu te prends ce coup-là de Ngannou, tu dors. Bon, bref. Donc, il a fait ça, il s'est fait toucher. Et en fait, directement, ce qu'il a montré, c'est qu'il s'est relevé et il est rentré dans Tuivasa, il a atomisé Tuivasa. Et moi, j'ai aimé. J'ai apprécié ça. Je me suis dit, ça, c'est du cœur, tu vois, en combat. Je sais très Mais bien, j'étais là. ouais, c'est vrai que tu étais dans la salle. Euh, Donc ouais, moi j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mais effectivement, c'est un style quand tu es trop dans le contrôle et il faut que derrière le personnage suive en fait. Il faut qu'il y ait un personnage qui donne l'impression que tu en as quelque chose à faire en fait de tout ce que tu fais, que tu n'es pas juste là pour essayer de. Bah, t'es pas tout Il y le temps avait, dans le calcul, quoi. il y avait eu le truc de John Jones aussi avec les embedded. Putain, ça me mettait mal à l'aise. T'avais John Jones d'un côté, il te parlait en. Le mec pétait un câble, quoi. Là, c'est ma destinée, je suis né pour ça, je suis un être de lumière, j'ai la conscience de la cage du MMA en moi. Enfin, le mec était parti loin et juste après, t'avais Cyril Gall en train de jouer à FIFA. C'est à moitié s'il n'était pas en train de se rouler un ouinge, tu vois. C'est à moitié s'il n'était pas complètement défoncé, tu vois. Ouais. Il était en train de jouer à FIFA et je pense que ça aussi. Après, en plus, gros bisous à tous les membres de la CC, parce qu'on s'était fait en plus un meeting Ouais. avec les gars de MMA Propagande. Et, euh, et, euh, et on s'est rencontrés. Et le mec a perdu en 2 minutes. Et je pense que ça, en fait, ça a été un enchaînement, quoi. Il y a eu plusieurs C'est autres vrai combattants. que je connais des gens qui ont fait 7 heures de voyage pour se retrouver là et pour 2 minutes de Est-ce que combat. tu pleures encore, Thierry? Est-ce que tu veux Ouais, qu'on pleure? ça fait mal. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est un Non, enchaînement. voilà, c'est C'est un sûr, c'est enchaînement. sûr.
Le problème, c'est que ça, on y revient vite fait, hein, parce qu'on va pas passer 10 minutes sur ça, mais effectivement, quand tu as cette image-là, quand tu communiques l'image du mec sympa qui fait ça un peu alors il aurait pu faire autre chose parce qu'il est doué en tout, ce que je crois être vrai. Il aurait pu faire autre chose, mais finalement il a fait ça. Mais il aurait pu faire du foot aussi. Peut-être qu'il va faire des jeux vidéo. Peut-être qu'il pourrait devenir acteur. Tu vois, t'as ce truc-là que tu surdomines comme il a surdominé jusque-là, comme il a surdominé Rosenstruck et tout. Ben, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Mais effectivement, si tu arrives et que tu prends une raclée, ben c'est beaucoup plus compliqué à défendre comme style. Enfin, comme communication, je veux dire. Ouais. Et en plus de ça s'arrange pas quand il se met à call out Aspinall. Ouais. Le mec s'était déplacé à Paris. Il avait sorti sa meilleure chemise repassée par je ne sais qui. Il avait dû mettre un super parfum. Il était prêt. Il avait les dents blanches, lunettes de soleil. Il était bien coiffé. Toi, tu lui dis non, j'ai pas envie. Rentre en Angleterre, je m'en fous. Et après, tu viens le call out quand pas Pavlovic. Et tout le monde, enfin d'ailleurs de la France aux États-Unis, les mecs qui m'ont dit non mais gros, t'es un taré ou quoi? T'es un taré. Et je pense Moi, que ça va paraître bizarre, mais il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait comme beaucoup de combattants font, c'est-à-dire il fait le spectacle. Il fait rentrer le mec dans la cage, ils font ouais, on va faire tu vois, on fait un tête là dans la cage, tu vas voir, on va se la donner et tout. Et ensuite, il laisse les managers faire leur confiture là, essayer de voir finalement, faudrait peut-être prendre celui-là, c'est plus intelligent d'un point de vue stratégique, tu vois. Comme ça, Cyril aurait pu garder la face, il aurait pu avoir donné toujours l'impression du mec qui veut le combat, qui veut la difficulté, qui veut prendre tout le monde, n'importe quand, n'importe où. C'est ce qui était un peu son gimmick à un moment. Et en ayant exactement le même résultat à la fin. Alors que là, c'est lui-même qui dit ouais, je suis pas trop. Et ça colle une image au combattant, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Est-ce que l'UFC en fait l'ont pas trop poussé? Il a eu l'air de rien une route qui lui était, comment dire, pas trop compliquée. Il y a quand même un côté, on voulait le faire monter indéniablement. Et est-ce qu'il s'est pas un peu trop habitué à ça? Sauf que maintenant, le top 5 de l'UFC en heavyweight, et voire même d'ailleurs le top 10, c'est pas le même qu'en 2020. C'est pas le même qu'en 2019. Il y a beaucoup de grosses têtes, dont Aspinall, dont forcément la montée de Jones, dont Pavlovic. Il y a du monde, il y a comment il s'appelle là, Almeida qui pousse. Enfin, c'est plus pareil. Je pense que l'UFC peut-être mise un peu moins pour le futur de la catégorie heavyweight sur Cyril Gane qu'il y a 3 ou 4 ans, ou 2-3 ans, enfin, vous avez compris. Et je pense que lui, en fait, c'est pas vraiment habitué à ça. Peut-être que dans sa tête, il se dit toujours c'est moi le futur, alors que Dana White, dans sa tête, il a Pavlovic, il a Almeida, il a Aspinall. Et si Cyril Gane sort du circuit, c'est pas grave, il y en a toujours 3-4 qui peuvent assurer, quoi. Le truc, c'est que je pense pas qu'il l'ait fait monter pour. Enfin, comment dire? Et je pense pas qu'il lui donnait une route, pas facilitée, mais adaptée pour rien. C'est parce qu'il avait une valeur. Et la valeur, c'était Oui, notamment l'histoire avec Ngannou. Ça faisait une super histoire à raconter, quoi. Et deux ouais. mecs du même team qui s'affrontent et tout. Deux strikers. En plus, stylistiquement, ça pouvait être intéressant. Parce que Gane, c'est pas un mec qui finit les combats forcément aussi vite que Francis. Mais par contre, il esquive bien, tout, tu vois, il est fort pour, euh, pour être dans des situations de danger en striking et pourtant en sortir indemne. Et Ngannou, c'était un danger permanent. Le mec, à chaque fois qu'il balance un point, t'as peur pour l'adversaire. Et ce truc-là, ça peut donner des combats vraiment à sensation. Donc il fallait monter ça, il fallait le construire, un peu comme Pereira a eu sa route construite autour du combat contre Adesanya. Et maintenant, personne ne regrette d'avoir eu Pereira comme ça. Hein. Franchement, vu ce qu'il nous a apporté, c'est très chouette. Et voilà. Et ouais, pour Gagne, il y a eu ça. Effectivement, ouais, il a l'impression peut-être d'être toujours dans la même dynamique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Maintenant que Ngannou est parti, je trouve que il y a moins d'histoires à raconter autour de lui. Ouais, Donc, possible, ouais. si j'étais lui, je pense que j'aurais, par exemple, Pavlovic, j'aurais essayé de le prendre. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais essayé de le prendre. J'aurais essayé de l'affronter parce que je trouve que stylistiquement, c'était un cadeau pour Gann. Ouais. Voilà. Oui, je pense que
quand on parle de Pavlovich, en fait, et Gane, les gens disent ouais, Pavlovich va arracher Gane, mais je pense que c'est beaucoup plus serré que ce que globalement les gens disent. Je pense vraiment que Gane a une carte à jouer contre Pavlovich. Non, moi, je pense que Gane, je pense qu'il domine Pavlovich. Je le pense vraiment. C'est possible. Tu vois, Je rien, mais c'est possible. ouais. Bah, tu te souviens du prono qu'on a fait à Spinal contre Pavlovich? Je vais pas revenir sur ce prono, Jérémy. Je J'avais ne dit veux pas t'accabler. Pavlovich. Mais... J'avais dit que Pavlovich gagnait round 1. Alors, c'est déjà pas mal. J'ai déjà le round 1. Ça fait déjà 1 sur 2. Ça fait 10. Je passe en classe supérieure. Mais j'avais de mauvais combattants. Mais ça, c'est un Ah, c'est détail. De vrai, toute façon, c'est vrai, c'est vrai. c'est un détail. 50% de chance en plus. Oui, voilà. Ça. J'ai déjà eu juste sur le round. Je veux dire, tu as 5 rounds et j'ai eu juste sur le round alors qu'il y en a 5. Et j'ai eu fou sur le combattant alors qu'il y en a plus. Vous retenez que le négatif. À un moment, les C'est gars, vrai, faites c'est un vrai. effort. Ouais, donc moi je pense que Pavlovich, bizarrement, on l'a vu un peu plus technique qu'il n'était. Alors, il tape fort, il a des qualités et tout, mais voilà, ce qu'il a pas, je trouve qu'il a les mains moins rapides que ce qu'on dit. Ouais. Par contre, Aspinal, qu'est-ce qu'il est rapide! Oh là là, c'est incroyable. Et ouais, donc moi je trouve que contre Gane, ça aurait été compliqué pour Pavlovich. Par contre, contre Aspinal, je vois vraiment Aspinal maltraiter Gane. Gane, ouais, moi aussi. Honnêtement, je le vois vraiment le tabasser. Moi aussi, je pense que Aspinal, déjà il est complet, donc il a plusieurs voies possibles vers la victoire, ce que n'a pas forcément Gane. Et ensuite, ben voilà, en striking, je l'ai trouvé très fort, quoi. Je l'ai trouvé très très fort. Et en plus, il a montré qu'il avait un menton parce qu'il s'est pris des coups de Pavlovich. Ouais. Et il s'est pas mis en boule comme d'autres ont pu le faire. Et il a dit OK, OK. Il a vraiment sentait qu'il avait pris le coup, que ça faisait quelque chose. Et en fait, il a su s'ajuster. C'est un mec qui est assez technique pour pas se faire embrouiller à 100% ni endormir par le jeu de jambes de Cyril. Cyril a le meilleur jeu de jambes de toute la KT, je pense. Et Mhm. voilà, mais je pense qu'Aspinal, il ne se fera pas avoir par ça. Donc ça risque de finir probablement au sol, probablement en soumission, mais même debout, je pense que c'est pas forcément gagné. Vu la vitesse de main d'Aspinal et sa capacité à rentrer au corps à corps, là, c'est compliqué. Ouais, bah, non, je pense aussi que Aspinal, c'est un cran dessus. Ouais, ouais, ça va finir champion, ça. Hein. Ça va quoi? Aspinal. Ça va finir champion, Aspinal, je pense. Ah, Je le pour vois moi, il bien, est moi. champion, là. Ah Là, ouais, pour moi, il est champion. Hein. On aimerait tous voir un Aspinal Jones. Je pense que ce combat ne se fera pas personnellement. Mais ce ça se serait fera pas, génial. non. Ce serait Ça se magnifique à fera faire. pas. Je pense que Jones a tout à gagner à prendre Stipe, même dans un an, tu vois, même plus tard. Parce que déjà, Stipe, bah, il vieillit. On peut Mon dire qu'il est Dieu, vieux quand t'as même. vu comment il marchait? T'as vu Non, comment il marchait? non, je peux. T'as pas vu? Non, Oh putain, c'est catastrophe. On dirait qu'il a plus de hanches. c'est vrai. Ah, Ouais, on dirait qu'il a plus. Il marche comme un vieux. Et puis il a pris un ah coup ouais. de vieux de ouf. Oui, on dirait Ouais. qu'il a 50 ans. Non, c'est une catastrophe. Ah non, franchement, Ouais. pour moi, il se fait tuer. Mais c'est logique parce que il a l'âge, quoi. Et Jones, même s'il a une Ouais, carrière longue de fou, ça fait 1000 ans qu'il est là, Jones. Mais en fait, il a quoi? Il a 37, 36, 38, 37. Ouais. 37. Je Ouais. vais regarder. Je doute toujours sur l'âge des combattants, j'ai aucune mémoire. Donc, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'USADA s'est barré. Et si on peut avoir été prochain Jones sous stéroïde contre Miocic sous Ah stéroïde, je peux payer le pay-per. ouais. Miocic, le Ah, Jones. bodybuildé, 45 ans, qui arrive avec son ferré et Ouais. c'est son blazer à carreaux là. Ouais. Non, je paye. Tu sais, c'est comme C'est- avant, c'est un peu moins le cas maintenant qu'il y a l'USADA au PFL, mais à un moment, tous les vétérans de l'UFC qui commençaient vraiment à être fatigués, Ouais, ils se pointaient au PFL et là, seconde jeunesse, ils avaient un physique de fou. Ils montaient la catégorie au-dessus, ils étaient secs comme pas possible et tout. Ils devenaient explosifs. Tu disais, ah tiens, il a dû changer d'alimentation, je pense qu'il prend plus de protéines. alors que maintenant, là, j'ai regardé les photos, tu sais, parce que Bronson, il a signé au PFL. Et en fait, maintenant, les Ouais. mecs, ils sont juste. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est le PFL, fin de carrière, c'est bon, je m'en fous. Et en fait, je m'attendais à ce que Bronson soit beaucoup plus gros, beaucoup plus balèze au PFL, justement. Je me suis dit, bon, il va prendre
des protéines du Daghestan, un petit peu de meldonium à droite à gauche, on fait pas exprès, et puis on prend du muscle. Et en fait, il arrive, il a juste moins d'abdominaux qu'à l'UFC, il arrive un peu. Bah, il y a l'USADA maintenant au PFL. Bah, c'est ça, et les mecs ils disent c'est le PFL, alors ils se laissent aller. Ouais, il y a ce phénomène aussi, beaucoup de gens. Mais là, c'est en train de changer parce qu'en fait, tu as tous les nouveaux qui sont en train d'amener une nouvelle dynamique au PFL, qui sont en train très clairement d'amener du niveau aussi, du sang frais. C'est grâce à des investissements du PFL, c'est ça, ils ont décidé d'investir dans les combattants, ils ont très bien fait. Il y a Abdul, il y a Doumbé, il y a plein de gens au PFL maintenant. Mais effectivement, à un moment, tous les vétérans de l'UFC, on voyait bien qu'ils se disaient ouais, moi je sors de l'UFC, moi je sors de la Ligue des Grands, moi on peut pas me tester. Ça. Ils arrivaient, ils se disaient ouais, le PFL ça va être une formalité, ils tombaient contre des mecs avec des physiques incroyables, littéralement. Et ouais, ils se faisaient des trucs. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon. C'est ça. Écoutez. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Jérémy? Je pense que on pourrait en parler pendant 15 heures, donc je propose qu'on se refasse une discussion la prochaine fois. Et là, ça marche. Pour le coup, ça devrait aller. C'est déjà assez long. On a dû parler 1h30, un truc comme ça, 1h40. Un peu moins, mais ouais. On doit être un peu plus. Ouais, 1h10. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés d'être restés jusque-là. On fait des formats un peu plus podcast audio en ce moment parce que tout simplement, tout le monde n'a pas une caméra, tout le monde n'a pas la capacité de se filmer. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mais à mon avis, si vous avez écouté jusque-là, c'est que vous vous êtes déjà abonné. Et mettez un like. Et voilà. Et mettez en commentaire si vous voulez réentendre Jérémy. Alors, Jérémy, je dois le dire, qui est fan de Sean Strickland, d'Alain Soral et de Chase Hooper. Là, il y a quelque chose d'unique. Et heureusement. Pardon? Pas fiche S, pas tarder. Voilà. Merci de nous avoir mis dans la sauce aussi. Écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. J'espère que les gens apprécient aussi mon passage. Et puis, prenez soin de vous. Faites pas de bêtises. Et puis, on se revoit bientôt. À plus. Yes. Bisous. Allez. Ciao. Bye tout le monde.